À la une ce soir, les habitants du quartier de Loisel-à-Gosier sans eau. Depuis 8 jours, ces derniers n'ont pas vu une goutte d'eau sortir de leur robinet. Cette situation perturbe le fonctionnement de la crèche du quartier. Les habitants inquiets et en colère témoignent face à Karen Diamant dans ce journal. 65 000 bacheliers n'ont toujours pas d'affectation pour la rentrée prochaine. En cause, la défaillance de la plateforme admission post-bac. Cette dernière est saturée. Qu'adviendra-t-il de ces futurs étudiants? Les précisions de Linda Kayarsi sont à venir. La journaliste guadeloupéenne Virginie Saint-Célie sera aux commandes du journal de BFM TV ce mois d'août. Un nouveau challenge pour lequel elle se prépare en toute décontraction. Son portrait dans ce journal par nos confrères d'ATV Paris. Cacadou, de l'eau chaude et picaco, le cacao dans tous ses états. Le Parc national de Guadeloupe propose aujourd'hui un atelier pour découvrir le cacao de sa naissance à sa dégustation. ATV Guadeloupe a tenté aussi d'en savoir plus sur ce fruit considéré comme de l'or dans de nombreux pays d'Afrique. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe, la Guadeloupe, l'île aux belles eaux, sans eau dans les robinets. Depuis plusieurs années, force est de constater que les coupures d'eau sont devenues monnaie courante dans l'archipel. Pourtant, des millions d'euros de subventions ont déjà été versés pour résoudre ce problème, qui est donc devenu le projet de créer une structure unique de gestion. C'est à se demander où est passé cet argent. Les habitants de certaines communes résignées ont même appris à vivre sans le liquide vital. Un paradoxe saisissant pour un archipel considéré comme la deuxième destination de la Caraïbe par un grand quotidien américain. Illustration de cette triste réalité dans la section de Loisel-à-Gosier avec Karen Diamant. 6 vacances riment avec détente. Pour Eddy, de passage en Guadeloupe pour l'été, les vacances virent au cauchemar. Ça fait un mois. En mois, c'est toujours le même problème. Et la journée, il n'y a pas d'eau. Et ils envoient l'eau à 23 h. C'est pas normal. Et le matin à 6 h, c'est coupé. Et la nuit, les gens, comment on va faire, ils envoient l'eau à 23 h, on peut pas se lever. Depuis le début juillet, il y a eu beaucoup de coupures d'eau, que ce soit dans la nuit, surtout le dimanche, vous êtes pressé, vous allez dans votre toilette, vous voulez l'eau, il n'y a pas d'eau. Alors, moi, bon, je suis jeune, bon, pour l'instant, mais il y a des personnes âgées. Il faut surtout penser aux personnes âgées qui ont besoin d'une nécessité, faire un peu d'eau. Voilà, il n'y a pas, c'est ça qui est embêtant. Depuis une semaine, les coupures d'eau sont beaucoup plus fréquentes et obligent les habitants à modifier leur emploi du temps. Ah bien qu'à lever bonnet, en cas plein là, entendre l'eau là, en cas garder, en cas prendre un petit tas de l'eau couler, en cas ramasser petit bois dans les bidons, dans les bouteilles, de l'eau m'a acheté, hein, mais comme il est vide, alors en cas plein. Mais nous pas ni de l'eau pour laver, pour rien même. Et c'est tout bon encore. On a besoin de l'eau pour baigner. Alors, on a 90 ans, alors il faut de l'eau pour baigner, pour tout. Si cette famille a pu trouver une alternative à ces coupures d'eau récurrentes, dans cette crèche située à proximité, la tâche reste compliquée. On est tenu à des mesures d'hygiène. Donc un travail qu'on doit faire en 5 minutes, il nous faut quasiment une demi-heure pour le faire parce qu'il faut transvaser l'eau pour tout ce qui est désinfection des sols et des biberons notamment. Hein. Donc on a une biberonnerie qui tourne avec des produits désinfectants et puis même pour l'hygiène du personnel, hein, tout simplement. On a une cuisinière qui est obligée de changer les menus pour éviter trop d'eau. Pour elle, c'est du travail supplémentaire parce que, bien évidemment, le lave-vaisselle ne fonctionne pas, donc tout se fait à la main. Donc c'est vraiment... Et on n'a pas de nouvelles. Hein. On n'a rien qui nous dise qu'on va récupérer de l'eau dans la journée ou demain, voire après-demain, parce que c'est quand même une situation qui dure depuis une bonne semaine. Si tous s'accordent pour dire que cette situation ne peut plus durer, la municipalité de son côté ne peut que relayer les informations du SIAG, qui assure un retour à la normale sous peu. Et de l'autre côté de l'archipel, la même revendication. Souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines. Les habitants de Gourbert, excédés par les privations d'eau, avaient porté leur colère sur les fenêtres de Lucette Michaud-Chevry, la présidente de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. L'eau est-elle revenue depuis dans les robinets? Les habitants sont-ils satisfaits? Jacques Canneval, Patrick Curie et Meuse Exter sont retournés sur place. On regarde leur reportage. Il y a quelques semaines, les habitants de Gourbert, poussés par la lassitude des jours sans eau,
portaient leur colère sous les fenêtres de la présidente de la communauté Grand Sud Caraïbes, Lucette Michaud-Chevry. Ils repartaient chez eux avec un accord en forme de promesse d'amélioration. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Il y a souvent des coupures d'eau dans la journée et puis ils nous remettent l'eau vers 11h, 11h30 le soir. Donc le problème c'est que dans la journée on n'a pas d'eau et puis le soir on est fatigué, donc des fois on ne peut pas remplir nos bouteilles d'eau. Je téléphone à ma famille, il n'y a pas de l'eau pour moi. Il y a une autre fois dans la rue aussi, il y a de l'eau, c'est pas de l'eau pour boire, c'est de l'eau pour nettoyer la maison. Et pour le moment, on a de l'eau chez nous, toujours. Mais je ne pense pas si ça va continuer encore pour nous. Ces constats ne sont pas partagés par les membres du collectif qui relèvent de leur côté une nette amélioration de la situation. Le protocole était de desservir Champfleury pour servir Bisdari. Donc il y avait plusieurs jours qui étaient choisis. Donc, mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a de l'eau tous les jours. Donc est-ce qu'on peut parler de protocole respecté? Plus que respecté, parce qu'on a de l'eau tous les jours. Maintenant, on veut qu'à partir de septembre, qu'il n'y ait plus ce problème-là, que tout soit réglé. La situation n'est pas rose tous les jours, mais l'accord signé avec la communauté Grand Sud Caraïbes semble avoir réduit le nombre de jours sans eau pour le plus grand bonheur des habitants de Gourbert. À l'échelle nationale, le président de la République donne les premiers tours de vis pour réduire les déficits des comptes publics. Réduction du budget de l'armée, diminution des allocations logement. Approuvez-vous ces mesures? C'est ce que Karen Diama a tenté de savoir. On regarde vos réponses. Alors moi, ça ne me choque pas du tout. Je trouve que c'est normal, il faut faire des économies. On a beaucoup de prestations en France et 5 €, c'est pas non plus... c'est pas excessif. Voilà, je pense que tout le monde doit faire des efforts. Et moi, ça me dérange pas plus que ça. Bon, quoi qu'il en soit, je touche pas l'APL, mais voilà, je trouve que c'est supportable pour tout le monde. Ah non, il fait tout haut et il y a des choses qu'il ne faut pas enlever. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas vraiment enlever. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a pas beaucoup de choses. Il ne faut pas enlever ça. Il faut garder ça pour les armées. Il y a beaucoup de choses. Il y a des attentats à Paris. Il y a beaucoup d'attentats. Il y a beaucoup de morts. Il y a des policiers qui sont décédés. Il n'y a que ça, je pense. Une bonne analyse des dépenses de chaque ministère dans chaque structure. Et après, à ce moment, envisager de réduire. Je suis un peu contre, parce que la vie est très difficile en ce moment. Mais c'est le gouvernement, je ne peux pas. En soi, il faut faire des économies, mais est-ce que c'est au bon endroit? Ça, je ne sais pas. Voilà. Et dans le reste de l'actualité, près de 65 000 bacheliers n'ont toujours pas d'affectation pour la rentrée prochaine. En cause, le site admission post-bac de l'Éducation nationale qui aurait dû permettre aux jeunes bacheliers de trouver une place à l'université est saturé. Quelles sont donc les alternatives pour ces derniers? L'éclairage de Linda Kayarsi. Ils ont le bac et sont plus de 65 000 sur la plateforme APB à n'avoir officiellement aucune affectation à l'université. En cause, une saturation du système, l'augmentation du nombre de candidatures pour des raisons démographiques. Depuis 2 ans, les facs françaises doivent accueillir chaque année quelques 40 000 étudiants supplémentaires, une hausse qui devrait perdurer jusqu'en 2022. Les candidats sans affectation doivent désormais se tourner vers une procédure complémentaire, ouverte depuis fin juin, toujours sur la plateforme APB. Ouverte jusqu'au 25 septembre, la procédure complémentaire permet de proposer des places vacantes, soit 187 000 places en filière sélective et non sélective. Les jeunes doivent donc consulter très régulièrement APB et postuler sans attendre dès qu'une proposition les intéresse. Pour remettre à plat le système, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a ouvert une vaste concertation des acteurs de l'université qui doit apporter de nouvelles solutions. Pour rappel, la plateforme APB a pour mission de répartir les jeunes bacheliers dans les différentes universités du pays, suivant les 3 choix que les étudiants ont formulés avant même leur bac.
Passé la rentrée, débuteront officiellement les assises des Outre-mer en Guadeloupe. Dans chaque territoire ultramarin, un rapporteur général mettra en place un comité stratégique chargé de redonner la parole à ceux qui ne la prennent plus et ont perdu confiance en l'action publique. Samuel Cazomon, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes le directeur de l'école de prévention et de civisme, aussi ancien candidat aux élections législatives. Vous avez décidé, choisi de participer à cet élan démocratique et citoyen. Comment allez-vous jouer ce rôle de médiateur pour mettre en place ces assises de l'outre-mer en Guadeloupe? Le but pour nous, c'est de rendre les choses concrètes. Le but pour nous, c'est de rendre les choses palpables, faire en sorte que notre expérience, il y a déjà plus de 10 ans, on va bientôt fêter notre 11e anniversaire. Cela nous donne de la crédibilité dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Le but pour nous, c'est d'aller identifier les référents de quartier. Vous savez, les personnes qui, dans leur territoire, sont des actifs. En général, ce sont des jeunes de 50-60 ans, pour sourire un peu. Mais ce sont des personnes qui ont un regard bienveillant envers la jeunesse et qui ont une main tendue pour réduire l'isolement des personnes vulnérables, notamment des personnes âgées. Donc, aller identifier ces personnes qui nous ont pas attendu, qui n'ont pas attendu les assises de l'outre-mer pour agir, eh bien, ce sont des personnes divisées, enfin éparses. Le but, c'est de rassembler ces forces vives. Comment vont se dérouler justement ces assises qui vont débuter dès la fin du mois de septembre en Guadeloupe et comme dans tous les autres territoires d'outre-mer? C'est un temps de démocratie participative, c'est un temps de consultation publique. Le but pour nous, c'est d'anticiper sur les assises des Outre-mer. Le but pour nous, c'est de réunir justement un cercle de réflexion. C'est ce qu'on a fait ce mardi et vous me donnez l'occasion de remercier les personnes aux ressources qui étaient à l'école de prévention justement pour nourrir le débat, pour faire en sorte qu'on arrive à ces assises avec des propositions concrètes, mais pas forcément des propositions clés en main. Toujours être dans une logique d'ouverture en faisant en sorte que les collectivités, notamment les élus, en faisant en sorte que les bailleurs sociaux et particulièrement les bailleurs sociaux qui ont envie de jouer la carte du social puissent rejoindre les associations et donner une lueur d'espoir à ces référents de quartier qui sont déjà actifs sur leur territoire. Il est beaucoup question de redonner la parole à ceux qui n'ont plus confiance en l'action publique. Comment vous, formateurs des référents de quartier, et eux-mêmes d'ailleurs, établissez-vous le contact, enfin surtout eux, établissez-vous le contact sur le terrain avec cette population qui n'a plus confiance? Alors justement, ce désamour, quelque part, cette forme de défiance envers les politiques, envers les associations, envers les médias, envers un peu tout le monde, des fois c'est envers soi-même aussi, faire en sorte qu'on puisse aboutir à des choses concrètes, à des actions réalisables, des actions réalistes, mais dans le cadre d'un projet de société ambitieux. Et c'est pour ça que c'est pour ça que nous avons choisi l'économie sociale et solidaire comme étant le levier d'action, justement pour aboutir sur des dispositifs de solidarité tels que les régies de quartier. Et il est question de donner une forme de légitimité aux référents de quartier, parce que qui d'autre que ces référents de quartier pour savoir quels sont les besoins de leur territoire et pour transformer ces besoins-là en actions concrètes. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça marche ? Ce dispositif existe depuis quelques années, ces référents de quartier qui sillonnent comme ça les territoires qu'ils connaissent très bien. Est-ce que ça fonctionne? Quels sont les fruits aujourd'hui? Moi, j'ai envie de vous dire que l'école de prévention et de civisme qui va fêter ses 10 ans en septembre, c'est le fruit de cette expérimentation il y a déjà plus de 10 ans. On peut exister sans produire de fruits. Ben justement, les fruits sont là. Chaque année, on accueille entre 90 et 150 jeunes. Chaque année, on forme des tuteurs et des parrains dans le cadre des opérations nous permettant de mettre les jeunes en relation avec les entreprises. C'est pas pour rien qu'on est situé au cœur de Jarry. C'est parce que, en appuyant sur ce levier économique, on donne de la légitimité à des actions où chacun peut apporter sa petite touche. Et les référents de quartier, ce sont des personnes qui sont sensibles au projet territorial sur leur territoire, sur leur commune, sur leur quartier. L'idée, c'est de travailler sur la mutualisation des moyens. On ne peut pas mettre un terrain de basket dans tous les quartiers, donc on va travailler sur la mutualisation avec des équipements sportifs et des équipements de services d'aide à la personne, par exemple. Donc on va entendre ces référents de quartier pour justement mutualiser les efforts.
Samuel Casaumont, est-ce que vous avez été déçu par les dernières dispositions du gouvernement, celle de réduire, par exemple, qu'Emmanuel Macron décide de réduire les allocations logement, surpris, déçu? Alors déjà, dès le départ, on savait qu'il y avait des efforts à faire. Maintenant, surpris non, peut-être un peu plus de pédagogie, on va le dire. Souvenez-vous comment la discussion a été entamée de manière franche et de manière optimale avec les partenaires sociaux. Souvenez-vous comment les syndicats ont été bien accueillis par rapport à la loi travail qui est en cours. Je crois que dans un contexte difficile, la pédagogie, c'est le levier le plus intéressant. Samuel Casaumont, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous parlons maintenant d'une jeune journaliste guadeloupéenne qui va faire ses preuves sur BFM TV. Elle s'appelle Virginie Saint-Silly. Elle sera le nouveau visage de BFM. Elle va présenter le journal à partir du 28 juillet. À seulement 28 ans, elle devient ainsi l'une des plus jeunes présentatrices télé de la chaîne. Nos confrères d'ATV Paris l'ont rencontrée. On regarde leur portrait. Dans 4 jours, elle sera le nouveau visage de l'été sur BFM TV. Alors avant que Virginie troque sa caméra contre un plateau télé, elle va chercher conseil auprès des plus expérimentés pour gérer son appréhension. Il y a beaucoup de lancements que vous écrivez en live sur le plateau, que vous êtes obligé de changer ou de rajouter. Obligé de remettre à jour ou de rajouter s'il y a un élément qui arrive ou s'il y a du nouveau, là ça... Le défi, c'est d'être très carré, très concentré et puis surtout de bien incarner pour les téléspectateurs. Avec un demi-million de téléspectateurs par jour, BFM TV est la chaîne d'information continue en France la plus regardée. Pour cette pointoise, cette deuxième casquette, c'est avant tout une visibilité pour elle, mais aussi pour la Guadeloupe. Outre l'aspect professionnel, ça représente aussi pas mal de choses pour moi à l'échelle guadeloupéenne. Parce que je pense que c'est un message à adresser aux jeunes. On peut y aller, quoi. On peut y arriver. Si vraiment on se donne les moyens, on en a envie. Et pour en arriver là, la jeune femme est allée forger son expérience aux 4 coins du monde. D'Israël à la Thaïlande, en passant par Miami, cette baroudeuse a un bagage bien rempli. Dans ma première école de journalisme, il y avait beaucoup de stages et moi j'ai privilégié l'étranger déjà parce que c'est pas évident de trouver des stages à Paris et puis en plus parce que j'avais envie de voyager. Pour la petite histoire, Israël, c'est juste que j'avais envie de voir par moi-même ce qui se passait là-bas parce que j'en entendais beaucoup parler, mais pour une petite Guadeloupéenne, on comprend pas forcément les tenants et les aboutissants de ce conflit, donc j'avais envie d'aller voir sur place. Virginie animera différentes tranches info sur BFM TV à partir de ce samedi 29 juillet. Elle reprendra sa caméra dès le 20 août et espère repartir bientôt sillonner le globe pour de nouvelles expériences. Et on lui souhaite bonne chance. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les loisirs créatifs comme la couture pour occuper les enfants pendant les vacances. Et puis la lecture mise à l'honneur sur la place de la Rotonde à Saint-François. Arrivé à la moitié des grandes vacances, certains parents ont déjà en tête les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire. En Martinique, quelques hypermarchés proposent à la vente des uniformes scolaires. Mis en vente depuis quelques semaines, les grandes surfaces rentrent ainsi en concurrence directe avec les boutiques spécialisées à la plus grande satisfaction des parents. Reportage Anaïs Gall. Au détour d'un rayon entre 2 achats, Christiane en profite pour trouver l'uniforme de son enfant. Pour elle, cette nouvelle alternative est un précieux gain de temps. On n'a pas à se déplacer dans toute la ville par exemple, à Fort-de-France, et on vient à un seul endroit, on fait ses courses et on achète en même temps les uniformes. Dans les bacs de ce supermarché, les polos de 18 établissements scolaires martiniquais. Au regret de Juliana, l'école de sa fille ne figure pas dans la liste. Ça m'embête un peu, oui, effectivement, surtout que je suis allée au centre-ville et il n'y a même pas la taille de ma fille et j'ai vu qu'ici, il y avait la taille de la petite. Donc bon, effectivement, je suis un peu bloquée là-dessus, donc j'espère quand même qu'on pourra trouver les polos ici, quoi. Si certains peuvent s'étonner de voir les uniformes ici, c'est que la démarche est inédite. Un projet récemment né d'un partenariat entre un hypermarché et une enseigne locale de vêtements. L'un y voit l'opportunité de se diversifier, l'autre d'élargir sa clientèle. Un échange de bons procédés. C'était dans le but de pouvoir faire plus d'écoles. D'habitude, je faisais entre 4 et 6 écoles. Et avec Carrefour, on a fait un partenariat qui nous a permis de faire 18 établissements scolaires. Ils arrivent avec le confort de pouvoir trouver du parking. Les polos sont disponibles au-delà de 17 heures, donc ça veut dire qu'ils peuvent terminer le travail et venir et acheter les polos. Produits en République dominicaine, ces maillots en coton premium sont vendus entre 10 et 15 € en fonction de la couleur, la taille ou la complexité du logo.
Tous sont validés par les établissements concernés. On a fait faire des échantillons de logos de chaque école et nous sommes allés les voir et on lui a montré ce qu'on allait faire et ils nous ont donné leur accord. Depuis son ouverture il y a 5 ans, rien d'autre dans cette boutique que des uniformes scolaires. Aujourd'hui, plus de 35 écoles figurent parmi ses clients. Nous avons notre branche exclusive pour les écoles privées. Ils ont un contrat de partenariat avec nous. Les écoles publiques n'ont pas de contrat de partenariat avec nous. Les écoles publiques font appel à nous. Ils trouvent notre numéro, nous appellent pour venir, pour qu'on puisse produire notre polo. On fait pour eux un logo, la couleur du polo. Ils signent, ils actent. Et à ce moment-là, ils sont en droit de garder le logo et le donnent à tout concurrent qui souhaite reproduire le polo. Malgré la concurrence toujours plus rude, le commerce mise sur la qualité de son textile, des polos fabriqués au Maroc et en Tunisie, pays garant des normes européennes. Nos polos sont 100% coton. Ils ont le certificat OECOTEX, ce qui signifie qu'on respecte les normes sociales et environnementales. Ce ne sont pas des enfants qui les fabriquent, ce sont des adultes qui sont déclarés. Si ici on préfère ne pas trop s'inquiéter pour le moment, l'ouverture du marché risque de changer la donne. Les familles en revanche ont désormais plus de choix. C'est l'histoire de 2 petites filles qui portaient leur curiosité en bandoulière. Du coup, elles n'ont pas hésité à montrer un intérêt certain pour les créations qui s'étalaient chaque jour devant elles. Alors la marchande a craqué et les a mises à bonne école. La suite de cette belle aventure des vacances racontée par Isabelle Hameau. Profiter des vacances pour apprendre à coudre, c'est ce qu'ont décidé ces 2 jeunes filles. La dame m'explique et moi je fais. Les hiboux, des étoiles de mer, des trousses. Oui, j'aime bien et je pense que je vais continuer. Au préalable, elles n'étaient que de simples visiteuses du stand, mais aujourd'hui, elles se sont lancées suite à une promesse. C'est une promesse que j'aurais faite en début de semaine dernière, parce qu'évidemment c'est les grandes vacances, donc ces jeunes filles sont avec leur maman au marché de la Rotonde qui vendent des épices, mais du coup elles étaient attirées par ce que je fais. C'est vraiment 2 petites filles qui sont très à l'écoute, qui font bien ce qu'on leur demande. Et très réceptives, c'est-à-dire que vous avez besoin de montrer une fois et c'est des enfants sages et du coup ça se passe super bien et d'ailleurs en une matinée elles ont réalisé leur trousse, donc j'espère qu'elles vont être contentes. En une matinée, elles auront appris toutes les bases de la couture. Elles se sont mises à la surjeteuse et à la machine à coudre que depuis ce matin et donc évidemment je les ai aidées, mais j'aurais montré comment déjà avec un simple tissu coudre droit. Donc c'était la base, de faire une couture droite. Donc sur le madras, il y a des lignes. J'aurais dit, vous suivez les lignes. Évidemment, au bout assez rapidement, elles ont acquéri quand même une couture bien droite. Après, on a fait un petit tourlet. Bon, là, c'était un peu plus délicat, mais je vois que quand même en fin de matinée, elles ont acquéri quand même très bien la couture. Leurs créations ne compléteront pas les pièces déjà exposées. Elles les garderont comme base dans l'idée de faire de la couture leur nouveau loisir. Cacadou, de l'eau chaude et puis cacao. Le cacao était dans tous ses états aujourd'hui à Saint-François. Le parc national de Guadeloupe proposait un atelier pour découvrir le cacao de sa naissance à sa dégustation. Linda Kayarsi a tenté aussi d'en savoir plus sur ce fruit, considéré comme de l'or dans de nombreux pays d'Afrique. On regarde son reportage. En une matinée, tous les secrets de fabrication du bâton cacao au chocolat maison ont été dévoilés. Le bâton cacao s'obtient à partir des fèves torréfiées et après broyage. C'est-à-dire c'est un gros broyage qu'il faut, assez énergique, et ça se transforme en pâte fluide. Et cette pâte fluide, après trituration, enfin chacun, il y a trop souvent un moulage que certains opèrent. Moi, j'utilise mon doigté pour faire mes bâtons qui sont d'ailleurs beaucoup plus gros que ceux du commerce. Un retour à la tradition chocolatée d'antan, très prisé. C'est redécouvrir ce qu'on a, notre patrimoine, des choses qu'on a négligées par priorité économique. Quand actuellement vous avez un chocolat en poudre
qui n'a même plus le goût de chocolat, on se demande. Nos enfants ne connaissent pas le vrai chocolat. Et c'est comme l'alimentation en général. Beaucoup d'enfants ne connaissent pas le poisson, ils connaissent juste le petit bâton carré. Pari gagné pour le Parc national de Guadeloupe et l'association J'ose la nature, qui offre un nouveau voyage à travers les 5 sens. Quand il y a eu l'appel à projet, j'ai réfléchi. Il fallait proposer quelque chose pour éveiller les sens par nature. Donc, et rester aussi dans la culture et le patrimoine. Et donc, c'était l'intérêt de permettre aux enfants, au public aussi, je dis les enfants, de connaître le chocolat dans toute sa dimension. La tradition du chocolat maison est bel et bien partie pour perdurer. Et puis à Saint-François, sur la place de la Rotonde, la lecture était mise à l'honneur aujourd'hui. Isabelle Hameau était sur place, on regarde son reportage. S'éveiller à la littérature, c'est l'idée de cette grande fête du livre à la Rotonde. En fait, ça ne s'adresse pas uniquement aux jeunes, mais au tout public. Et donc, sur le territoire de Saint-François et de la Guadeloupe en général, nous avons eu des rendez-vous dans les médiathèques et les bibliothèques. Le but, c'est de partager le plaisir de lire, de se chuchoter des histoires, des contes, des animations aussi diverses, avec des artistes qui ont été invités. Des poètes. Il disait c'est du bordel, m'a dit. Traite-moi si tu veux d'enfoiré, s'il n'y a pas de stage, j'en ai rien à cirer. Alexis Christnel. Des poètes et des slameurs qui ont livré leurs pensées aux jeunes. D'autres artistes ont su attirer leur attention à travers des textes culturels. J'aurais lu un texte sur un matin solitaire, sur une barre couleur terre. Des textes sur les fruits du pays, sur la nourriture du pays. Mais sur aussi la Guadeloupe. Ils ont bien aimé le texte sur la Guadeloupe. J'ai bien aimé. L'échange avec les enfants était fructueux. D'abord, d'aimer l'écriture et puis de leur dire qu'ils sont poètes en eux-mêmes. Chacun est poète. On peut écrire. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un atelier d'écriture parce qu'on aurait pu commencer à écrire des textes. La grande fête du livre pour les jeunes se poursuit demain à Sainte-Anne et à Port-Louis. Parole en main qui a sorti pasier. Parole pour dire merci. Quel monde. Et on change sa plume pour son stylo. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Millénis, aux Abîmes, de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois le numéro de la rédaction d'ATV Guadeloupe. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 25 juillet. À la une, ce soir, nous l'avons vu, les habitants du quartier de Loisel à Gosier sont sans eau depuis 8 jours. Ces derniers n'ont pas vu une goutte d'eau sortir de leur robinet. Une situation qui perturbe le fonctionnement de la crèche du quartier. 65 000 bacheliers n'ont toujours pas d'affectation pour la rentrée prochaine. En cause, la défaillance de la plateforme admission post-bac. Cette dernière est saturée, mais un dispositif alternatif sera mis en place par le rectorat. Et la journaliste guadeloupéenne Virginie Saint-Silly sera aux commandes du journal de BFM TV ce mois d'août. Un nouveau challenge pour lequel elle se prépare en toute décontraction. Nos confrères d'ATV Paris l'ont rencontré sur place à sa rédaction de BFM. Kodou, de l'eau chaude et Picaco, le cacao était dans tous ses états aujourd'hui sur la place de la Rotonde à Saint-François. Aux Abîmes, le Parc national de Guadeloupe proposait un atelier pour découvrir le cacao de sa naissance à sa dégustation. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.